La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, bienvenue à la vie des idées. L'immigration et l'intégration font débat au Québec comme ailleurs. Dans quelle mesure doit-on consentir au principe de l'immigration massive? Et comment réussir l'intégration des immigrants qui sont déjà là et de ceux qui se joindront à nous? Autrefois, on disait « à Rome, on fait comme les Romains ». Mais que se passe-t-il quand les Romains ne veulent plus faire comme les Romains et se perçoivent eux-mêmes comme un groupe parmi d'autres à Rome? Autrement dit, l'immigration s'est complexifiée dans nos sociétés et l'intégration s'est complexifiée aussi. Il nous faut absolument y voir plus clair. C'est de cela dont nous parlerons aujourd'hui. Comment devient-on québécois? C'est la question que pose Akos Verbocci dans Rhapsodie québécoise, un très beau livre qu'il a fait paraître plus tôt cet hiver aux éditions du Boréal. Il est avec nous aujourd'hui pour en parler. Je reçois aussi Tania Lompré, enseignante en francisation, qui publie en 2013 Québec cherche Québécois aux éditions Stanké, qui cherchait à définir d'une certaine manière la meilleure façon d'intégrer les nouveaux arrivants. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Alors Akos, je commencerai avec vous. Lorsqu'on lit Rhapsodie québécoise, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que vous êtes un peu devenu québécois par accident. Est-ce que je me tromperais dans cette description? Non, vous vous trompez pas. J'étais pas prédestiné à me dire québécois à l'âge adulte. Quand je suis arrivé au Québec dans les années 80, j'avais 11 ans, j'arrive dans un milieu où hongrois, où historiquement on s'intégrait à la communauté anglophone, et mais il y avait un facteur de départ qui jouait en ma faveur, en votre faveur québécois, c'est la loi 101 qui m'obligeait, moi, comme enfant immigrant, de fréquenter dans ces années-là l'école française. Alors c'était c'est pour ça que je dis que je suis un enfant de la loi 101, parce que c'était la première condition qui a fait en sorte que plus tard, j'ai pu me dire à l'âge adulte québécois. Mais il y avait un accident là-dedans, c'est sûr. Mais souvent, on dit de la loi 101, des enfants de la loi 101, à tout le moins je le dis, et d'autres le disent aussi, qu'elle a réussi à fabriquer très certainement des Canadiens bilingues, mais qu'elle n'est pas nécessairement parvenue à faire des Québécois francophones. Lorsqu'on vous lit, il y a, vous l'aviez déjà évoqué, je crois, dans un documentaire auquel vous participiez, vous nous dites d'une certaine manière, c'est parce que j'étais moins doué que prévu en anglais et plus doué en français que je me suis retrouvé au cégep francophone et que la voie de la socialisation s'est passée par là. Donc, voilà pourquoi j'utilisais la notion d'accident. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous dites, ça y est, je suis devenu québécois? Est-ce qu'on se rend compte qu'on est devenu québécois, que la conscience de soi n'est pas celle de Canadien mais de québécois? J'ai pas eu un moment critique une épiphanie identitaire où j'ai vu la lumière puis je me suis dit il y avait cette expérience qui a changé ma vie, cette rencontre. Dans le livre, je raconte une quarantaine d'anecdotes qui ont fait de ce que je suis aujourd'hui, qui ont fait de moi un Québécois à ma façon. Mais il n'y a pas un moment spécifique. Je pense que c'est un ensemble de hasards et de choix, de rencontres. Je parlais de l'école tantôt, le choix du cégep, le fait effectivement que j'arrive unilingue ici. Je parle juste le hongrois, donc j'avais à apprendre et l'anglais et le français. J'étais moins doué en anglais au moment de choisir mon cégep. Ça a beaucoup joué dans le fait que je choisisse effectivement de poursuivre ma socialisation, comme vous dites, en français. Oui, parce que lorsqu'on vous lit, il y a cette idée que la représentation qui était celle des Québécois francophones n'était pas nécessairement positive, mais finalement vous basculez, peut-être un peu malgré vous, dans cette communauté. Oui. Et c'est pas si pire que ça finalement. C'est ça. Moi, durant mon adolescence, la première fois que je commence à fréquenter des Québécois de souche, c'est par le sport. Je faisais de l'escrime, ça se faisait à la frontière de Côte-des-Neiges puis d'Outremont au Sepsum. Il y avait beaucoup d'enfants de bonne famille outremontaises qui m'ont un peu par la force des choses démontré qu'un Québécois c'est pas juste un colon inculte tel qu'on souvent on me le décrivait, ou parce qu'à l'école secondaire que je fréquentais, il y avait pas de Québécois de souche. Il y avait
je raconte ça aussi. C'était les Québécois, c'était les secrétaires, les madames la cafétéria. Des enseignants, clairement, certains enseignants, mais bon, quelle image d'un adolescent, quel modèle un adolescent se fait d'un professeur de secondaire, c'est pas non plus, ça va pas de soi non plus que c'est des modèles d'intégration. Par contre, des gamins de mon âge qui habitaient dans des belles maisons, qui voyageaient, qui lisaient, qui m'invitaient chez eux, qui étaient accueillants, chaleureux. Ça, par contre, ça m'a fait. C'était une étape de mon basculement du côté obscur ou du côté de la lumière, dépendamment qui nous sommes. Alors, Tania Lompré, vous êtes dans une position tout autre que celle d'Akosh Virbochi, qui, lui, est devenu québécois. Il nous raconte son parcours remarquable dans Rhapsodie québécoise, un très très beau livre, je l'ai dit. Vous êtes dans une toute autre position, vous fabriquez des Québécois, d'une certaine manière. Vous êtes enseignante en francisation, vous avez la responsabilité de transmettre, non seulement d'enseigner la langue française, mais vous l'enseignez en transmettant la culture de référence, la culture québécoise. Est-ce que je vous présenterai correctement en disant que vous fabriquez des Québécois, que c'est l'essentiel de votre travail? Je vais prendre la tâche avec plaisir. Écoutez, c'est sûr qu'il y a plein de facteurs qui entrent en considération. Je ne suis pas la seule qui fait ça. Évidemment, moi, j'essaie de faire ça. J'essaie de transmettre ma langue, ma culture, notre ville, notre province, tout ça. Bon, province parce qu'on est obligé de dire ça, mais bon, j'essaie de transmettre toujours ça avec mes étudiants. Puis c'est quelque chose qu'ils remarquent tout de suite parce que moi, j'utilise le mot Québec tout le temps dans ma classe. Ils disent « Madame, je suis arrivée au Canada le 22 novembre. » Genre, vous habitiez où avant? Puis là, les gens me regardent puis « Mais ici? » Je dis « OK, vous êtes arrivé au Québec le 22 novembre. » Puis ils font « Ah, OK. » Puis ils s'habituent, ils finissent par s'habituer. C'est la première semaine, j'entends Canada 150 fois par jour. Puis après, je l'entends juste 3-4 fois là par celui qui change pas son vocable. Mais évidemment, c'est sûr que c'est pas mon objectif de faire des gens politisés, par exemple, Québécois politisés. Mm-hmm. Pour moi, c'est faire en sorte qu'ils puissent participer à la société puis s'intégrer par la suite. Mais évidemment, oui, c'est une chose que j'aspire à faire en sorte que ces gens-là soient bien ici et désirent dire nous avec nous aussi. Je vous entends vous distinguer, si je comprends bien, francisation de québécisation. C'est-à-dire, on pourrait très bien franciser sans québéciser, à tout le moins si je comprends bien votre propos. Comment, je dirais, lorsqu'on veut fabriquer un Québécois, vous nous dites vous incarnez le Québec, pour vous c'est la norme, mais si on entend fabriquer un Québécois, c'est-à-dire quelqu'un qui, peu importe son option politique, s'identifie au Québec, qu'est-ce qu'on doit transmettre pour que ce Québec soit vécu comme autre chose qu'une subdivision canadienne? Ben, en fait, davantage que la langue, justement, parce qu'on peut apprendre le français en France, en Belgique, en Suisse, en Afrique francophone, à Haïti, peu importe. Apprendre une langue, c'est pas le seul outil qui fait en sorte qu'on fabrique quelqu'un, si j'utilise le mot que vous utilisez, mais par contre, on va utiliser autre chose, là. Ce que les gens font pas toujours, hein. Donc il y a des gens qui vont pas parceler leur formation de culture ou de choses comme ça. Pour moi, c'est important. Mais évidemment, il faut sortir les gens de la classe aussi, leur montrer ce que c'est le Québec, les amener en autobus à la cabane à sucre. Nous, on fait ça vendredi. Avoir 500 nouveaux Québécois à la cabane à sucre, c'est aussi un outil de transformation identitaire puis de construction identitaire, parce que c'est important pour moi aussi que les gens comprennent qu'on n'est pas en train de leur dire de laisser leur identité chez eux, mais d'en additionner une autre aussi. Alors, on a le débat suivant qui revient en boucle au Québec depuis quelques années. On dit en général l'intégration ne fonctionne pas vraiment, l'intégration fonctionne plus ou moins bien. Akosh Virbochi, je vous demanderai j'espère ne pas massacrer votre nom lorsque je le prononce. Ça va. Ça passe. J'aimerais savoir, lorsqu'on vous lit, on comprend finalement, vous dites effectivement, il n'y a pas d'épiphanie identitaire, il n'y a pas une révélation, ça y est, je suis québécois. Pourtant, je vous demanderais, est-ce que vous avez l'impression qu'en général, les jeunes immigrants qui vivent parmi nous sont poussés à devenir de jeunes Québécois? Est-ce que la société conspire à les transformer en Québécois, ou est-ce qu'elle transforme ça en pure question de choix individuel? Non, je pense qu'il y a des efforts. Tania et le travail qu'elle fait est un exemple. Il y a des enseignants dans les cours de francisation pour les immigrants adultes qui veulent transmettre cette culture québécoise qu'elle a leur, qui veulent faire de ces lieux des lieux de rencontre. Il y a des enseignants même dans mon école secondaire
qui faisait tout là, il faisait de la radio, puis il voulait qu'on joue de la musique québécoise, puis un autre qui partait un journal étudiant, et il y avait vraiment beaucoup de militantisme de ce type-là, d'enseignants qui voulaient absolument transmettre à ces immigrants que nous étions plus ou moins intéressés, très canadien, favorable au Canada au départ et très sceptique par rapport aux faits français du Québec. Donc, il y a donc des individus comme ça qui font cet effort-là. Il y a aussi, en principe, on a quand même un ministère de l'Éducation qui a un programme, puis on est censé, me semble, transmettre de la littérature, de l'histoire d'ici. Là, il y a des cours d'histoire. Bon, fait il y a des choses qui se font. Mais qu'est-ce qui bloque? Mais ce qui bloque, c'est que pour l'immigrant qui arrive ici, c'est un effort supplémentaire que de devenir québécois. C'est beaucoup plus simple pour un immigrant de devenir canadien, où on lui dit que il est une composante comme une autre. Tout le monde d'ici vient d'ailleurs, donc lui, il ne fait pas, tout d'un coup, il fait partie de la majorité parce que la majorité vient d'ailleurs. Alors que devenir québécois, c'est exigeant. Ça veut dire que c'est de faire un choix. Puis veut pas, ça finit par être un choix politique aussi. Et la langue anglaise, la culture américaine, là, c'est tellement une force d'attraction. Même des francophones de souche, des Québécois de souche du Québec sont très attirés par la langue anglaise, par les produits de consommation américaine. Alors, résister à ça, c'est pas du tout une chose naturelle. Cela dit, moi je suis pas le seul Québécois immigrant que vous avez rencontré dans votre vie. On est quelques centaines de milliers, j'ose croire, au Québec, à se dire québécois, à se dire certains avec des degrés d'identitaire variables. Mais nous sommes, je suis pas le seul. Je voulais jamais dire. Non, mais vous l'êtes probablement de manière exemplaire, si je puis me permettre. C'est-à-dire, j'aime ça être l'exemple pour dire que c'est possible, qu'on peut devenir au Québec. Et que ce n'est pas un mauvais sort. Et c'est pas un mauvais sort. Moi, je suis pas malheureux de mon identité chaque matin. En tout cas, je trouve pas que c'est pire de devenir Québécois que de devenir Canadien à Toronto. Ça m'ouvre à une culture à laquelle je peux m'identifier, que je trouve qui est pertinente, que à mon tour j'ai envie de partager et que je passe ma vie aussi à le partager. Si à un moment donné aussi, l'immigrant se dit, ok, là je suis parti, mais là je vais rester ici et je fais mon avenir ici. Et quand notre avenir, qu'on est convaincu que notre avenir ou l'avenir de nos enfants se passera mieux en anglais, se passera mieux, mais on va encourager l'anglicisation, puis quand on est convaincu qu'en français ça peut bien se passer, on encourage ses enfants et soi-même à fonctionner en français. Donc la francisation, c'est une chose, apprendre la langue comme vous dites, c'est une chose, mais c'est la vraie vie. On apprend le français dans son usage, dans son essence, dans sa culture, dans la vie commerciale, dans la vie des affaires. Et quand vous me demandez est-ce que la société fait tout pour rendre le Québec québécois, le Québec francophone, bien sûr que non. On a juste à se promener à Montréal, on a juste à parler à des gens immigrants ou pas qui cherchent un emploi et à qui on demande d'apprendre le français, d'apprendre non seulement le français mais aussi l'anglais. Mais peut-être même d'abord l'anglais. Et souvent dans certains secteurs même d'abord l'anglais. Donc non, c'est très difficile au Québec et c'est de plus en plus difficile au Québec de devenir québécois. Tania Lompré, les étudiants arrivent dans votre classe de francisation. Ils arrivent où dans leur esprit? En Amérique, au Canada, en Amérique du Nord, au Québec, à Montréal, quelque part? C'est sûr que le premier repère, c'est le Canada.
Moi, j'entends rarement quelqu'un qui va me parler du Québec, qui va me parler de Montréal, qui va me parler de l'Amérique du Nord. C'est le Canada d'abord, parce que la majorité d'entre eux ne font pas la distinction que nous, on est habitué de faire. Bon, cette semaine, j'ai madame qui m'a dit, madame, à Toronto, les gens, ils parlent quelle langue? J'ai dit, anglais. Elle m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que, tu sais, au Canada, excepté au Québec, en Acadie, on parle anglais. Ah, tu sais, puis là, pour eux, c'est spécial parce que la majorité proviennent de pays où on a une seule langue qui est reliée à une identité. Par exemple, les Roumains parlent roumain, les Russes parlent russe, c'est bon, peu importe. Ils ont pas un choix identitaire à faire dans leur pays. Donc, ils arrivent dans un pays où, vraisemblablement, ils ont un choix à faire. Donc, ils se rendent compte après quelques temps, pas au début, qu'il y a deux pays dans un seul. Mais pour eux, habiter au Québec ne fait pas nécessairement en sorte qu'ils vont choisir qu'il y a deux identités différentes. Donc, pour eux, c'est quelque chose qui, pour la majorité d'entre eux, en tout cas, c'est quelque chose qui se passe nécessairement par la langue. Mais c'est sûr que c'est difficile de s'identifier au Québec francophone si on n'est pas en contact avec lui. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut reprocher aux classes de francisation et aux polyvalentes, justement, quand on arrive plus jeune ici, puis vraisemblablement, nos parents vont s'installer, vont faire un choix. On va pas s'installer, par exemple, à Rimouski, on connaît pas ça, on va choisir l'endroit dans le pays où les gens nous sont familiers, par exemple. Donc, les gens vont s'installer, par exemple, à Parc Extension, où on va aller dans les écoles secondaires où il n'y a pas de Québécois. Donc, les gens, comme toi, t'as vécu un peu cette situation-là. Exactement. Donc, ils ont pas de modèle, non seulement pour les enfants, parce que les écoles qui sont situées dans des quartiers migratoires ont très, très peu d'enfants immigrants. Même chose dans les polyvalentes, les écoles secondaires, les centres d'éducation des adultes où on enseigne aussi. Il n'y a pas de Québécois dans l'école, sauf nous. Donc, il n'y a pas de point de contact. C'est sûr que si ils en voient un, puis c'est moi, ils ont une image intéressante de la Québécoise, gentille, souriante, intéressée à eux, tout ça. Mais ceux qui croisent dans la rue, ils regardent par terre, ils leur disent pas bonjour, tout ça. Donc, ils n'ont pas de contact, connaissent pas leurs voisins, connaissent personne. Donc, c'est sûr qu'il faut que... Puis, je pense que le gouvernement, ou peu importe, doit commencer à créer des points de contact, des points de rencontre entre les gens, pas seulement pour apprendre la langue, mais aussi pour voir qui habite ici. Parce que c'est difficile de s'intégrer puis de faire un choix quand on ne connaît pas l'autre, là, qu'on l'écrive avec un A minuscule ou majuscule. Il faut que les gens se connaissent pour pouvoir s'intégrer. Que j'imagine que tu leur parles du Québec. À un moment donné, tu parles de démographie, tu dis que le Québec c'est 80% francophone. C'est toujours surprenant pour un immigrant quand on leur dit que la grande majorité des Québécois, des habitants du Québec sont francophones. J'irai, vous me pardonnerez, je quitterai pendant un instant la toche de l'animateur pour donner un exemple. J'enseigne au HEC et mes étudiants français, qui sont pas bulgares, ils viennent pas de Vanuatu, des étudiants français qui me disent on croyait arriver dans une province bilingue et là on nous explique qu'on est dans une société francophone. C'est assez embêtant finalement. Ouais. Donc c'est comme si le Québec peinait à imposer sa représentation de lui-même comme société francophone. À cause de Rothschild, il y a un passage dans votre livre qui m'a bouleversé. Il y en a plus d'un, mais à tout le moins un qui m'a bouleversé. Vous devinez probablement duquel je parle. Le spectacle. Oui, le spectacle. Alors, je le dis, je me permets de l'évoquer, mais je vous permettrai de le compter ensuite parce que je trouve que c'est terriblement révélateur on nous parle toujours de l'ouverture à l'autre et on demande rarement à l'autre de s'ouvrir à nous, d'une certaine manière. Je le dis en quelques mots. À moins que vous nous le raconter tout simplement, ce serait probablement plus intéressant. Je suis en secondaire 3, donc dans cette école que je vous racontais tantôt, il y avait toutes sortes d'efforts pour faire des activités interculturelles, pour nous faire valoriser notre culture. Il y a comme cet effort... la culture des différentes minorités. Ouais, c'est ça. Donc, les migrants, on lui demande d'où il vient, puis on essaye de lui dire bienvenue, de le faire sentir bienvenu en lui parlant de sa culture. Et c'est un réflexe que moi, je suis d'accord avec ça et probablement vous le faites aussi. Les migrants arrivent, vous êtes chinoise, ah oui, qu'est-ce qu'on mange en Chine, etc. Moi, je pense que c'est correct de faire ça, mais à un moment donné, il faut arrêter. Dans ma classe d'accueil à 11 ans, on me demande c'est quoi le goulash, parfait. Au secondaire, puis ça commence à être fatigant. Rendu à l'université, puis dans mon bureau quand j'ai 40 ans, ça commence à être vachement fatigant de toujours se faire rappeler d'où on vient. Mais c'est correct parce qu'il y a là-dedans quelque chose je trouve, une forme d'hospitalité. Une forme d'hospitalité. Alors, jusqu'où va cette hospitalité dans cette école
de Québec, d'immigrants où j'étais, c'est qu'à un moment donné, en secondaire 3, on organise un grand spectacle de danseurs venus d'ailleurs et ils dansent des danses folkloriques de tous les pays, entre guillemets. Et là, évidemment, quand la danse haïtienne joue, tous les Haïtiens sont contents, ils dansent sur la table. Quand c'est les Grecs, évidemment, bon, c'est la fête. Les Chinois, c'est la même chose. Évidemment, moi, pauvre petit laissé pour compte du communautarisme, je suis le seul Hongrois de l'école, à part ma sœur, mais c'était, il fallait le cacher. Et là, évidemment, pas de danse hongroise. Et donc, un grand succès de relations interculturelles, évidemment, parce que tous les enfants, ils sont contents, ils sont heureux. On est 800 personnes dans la classe dans la salle. Et à un moment donné, on dit, un dernier spectacle, une dernière danse, chers élèves, une danse d'ici, une gigue. Et là, voilà que des huées retentissent dans la salle. Et ça, c'est une anecdote que je n'oublierai jamais, c'est pour ça que je raconte, parce que là, tout d'un coup, il y a les élèves les danseurs, probablement québécois de souche, qui viennent faire ce spectacle, qui sont eux ouverts aux autres cultures pour monter un spectacle pareil à des immigrants. Ils ont vendu leur patente à l'école, ils viennent présenter ça, et là, tout d'un coup, ils se font huer au moment où ils dansent la danse de leur origine, la danse québécoise, la danse d'ici. Alors moi, on parlait tantôt d'événements marquants dans ma vie, ça l'était. Ça l'était parce que après, il y a un professeur qui a fait la tournée des classes et qui nous a fait le discours, je pense, le plus affirmé sur l'intégration des immigrants que j'ai jamais entendu au Québec. Et c'est parce que et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, je pense, le respect qu'on devait à la société d'accueil, et que j'ai remarqué qu'on réalise que cette société d'accueil, elle existe pour vrai. Pour faire un lien tantôt avec avec la contre-intuition de l'immigrant qui pense que tout le monde est immigrant ici. Tout d'un coup, on se rend compte que nous découvrons que nous ne sommes pas tous des immigrants. Qu'il y a une société d'accueil ici. Daniel Lompré, je suis très curieux. Que vous inspire une telle scène? Mais en fait, moi aussi, en lisant le livre, j'ai eu la même réaction que toi. Moi aussi, ça m'a beaucoup touchée. En fait, ça me surprend pas tout à fait. c'est triste, là. Mais je pense que le Québec est très, très fort sur l'intraculturel plutôt que l'interculturel. On va demander aux gens de favoriser leur culture. Puis c'est correct aussi parce que, la personne qui arrive ici, la seule chose dans laquelle elle est experte ici, c'est dans sa propre culture. Donc, c'est sûr qu'on va utiliser l'interculturel pour faire parler les gens, tout ça. Mais on le voit, par exemple, dans les cafétérias. Moi, où j'enseigne, les gens sont divisés par groupe ethnique. Nous, on travaille fort pour faire de l'interculturel. Puis, ce qu'on voit quand on les laisse libres, c'est que les Algériens sont d'un côté, les Chinois sont de l'autre côté, les Cambodgiennes sont assis sur le coin. Puis, finalement, il y en a pas d'interculturel. Même dans les classes, c'est difficile. Comme pédagogue, moi, je les divise. OK, là, lâchez vos amis guatémaltèques. Là, travaillez avec l'Afghan. Ils veulent pas, tu sais. Donc, c'est sûr qu'on est très, très fort sur... On pense qu'on fait de l'interculturel, mais on fait de l'intraculturel, finalement, on favorise les gens dans leur position, puis on leur donne pas de ciment commun. Parce que moi, mon travail, c'est de faire justement en sorte qu'il y ait des liens communs entre toutes ces cultures-là. Puis, malheureusement, je pense qu'on échoue à le faire. Mais là, on parle Daniel Lompré, vous me répondez en me parlant de la distance entre les cultures, mais ce que nous raconte Coach Vervoci, c'est un peu plus que ça. C'est l'hostilité, le mépris envers la culture de la société d'accueil, et vous lisant et réfléchissant sans arrêt, d'autant que vous avez mis une scène sur un sentiment que je pouvais avoir depuis longtemps, comment expliquer, j'imagine mal aux États-Unis, par exemple, soit des enfants dans une école américaine, on dit on va faire l'hymne national, puis quelqu'un vient jouer, vient mimer George Washington. Bon, j'imagine mal les enfants huer George Washington et huer l'hymne national américain. J'imagine même mal à Toronto des gens, dans la mesure où c'est possible, huer l'hymne canadien. Peut-être en France, peut-on imaginer effectivement des gens qui hueraient l'hymne national, mais comment expliquez-vous cette scène? Comment d'ailleurs, étiez-vous pardonnez cette question, étiez-vous de ceux qui huaient? Et si oui, qu'est-ce qui vous poussait à le faire? J'en étais peut-être. C'est des vieux souvenirs. Dans mon livre, je dis, j'en étais peut-être des gens qui huaient. Ça m'aurait ressemblé.
Ça m'aurait ressemblé. Je faisais le clown, je faisais comme tout le monde. J'imagine qu'à l'époque, je pensais pas. C'était avant que je rencontre le Québec francophone dont je vous parlais tantôt. Je pense que c'est difficile. Qu'est-ce que c'est un Québécois francophone dans votre tête à l'époque? Vous savez qu'ils existent, sont loin. Vous évoquez, par exemple, la scène dans votre livre de Québécois francophones qui sont pas tentés particulièrement par la société de consommation. Fondamentalement, c'est pas ça qui l'excite, ou là, ça vous surprend parce que le modèle de l'American Way of Life est tentant pour les immigrants. Là, c'est comme l'autre arrive, puis ne semble pas soumis à ce modèle-là. Ouais. À quoi ressemble dans votre tête? C'est la figure de ce qu'on appelle le colon, l'habitant, le malpropre, on dirait le beauf en France? En tout cas, le pauvre, celui qui va pas aller loin. Ou quand ils vont loin, et ça, mais ils parlent anglais. Et ils vont toujours, même aujourd'hui, quand ils vont parler des succès québécois, ils vont à la CJD ou à la Gazette, dans la communauté anglophone, ils vont dire ouais, mais ils ont appris, ils ont appris le français. Même quand ils essaient de parler ils ont appris l'anglais. Même quand ils essaient de parler en bien de Jacques Parizeau, par exemple, ils vont dire ouais, mais il parlait un très beau anglais, puis il parlait très bien en anglais. Comme là, même par rapport à la réussite d'un homme comme Jacques Parizeau, on essaye de voir le rôle de la langue anglaise dans sa réussite. Et ça, c'est extrêmement fort, cette idée que la réussite, ça passe par la langue anglaise. Et ce qui explique pourquoi 80% de mes camarades à l'époque ont poursuivi leurs études dans les cégeps en anglais, et qu'aujourd'hui, quand je les croise en personne ou par les réseaux sociaux, mais ça se passe en anglais dans leur vie. On a un groupe sur Facebook, on partage des souvenirs, ça se passe en anglais. Là, c'est tous des gens qui parlent français. On a tous fait nos études ensemble dans une école francophone diplômée en français, et toutes les conversations entre nous se passent en anglais. Tania Lompré, est-ce que vous, lorsqu'on écrit ça, tantôt la figure du mépris, ensuite la figure du fait d'être plutôt étranger au Québec francophone, avez-vous déjà senti d'une manière ou de l'autre cette forme de mépris à l'endroit du Québec francophone, ou à tout le moins vous les attrapez pas là dans leur socialisation? Non, c'est ça, je les attrape au début. Donc c'est sûr que je pense que c'est ça qui est important aussi, d'avoir des bons modèles au début. Tu sais, c'est sûr que quand les gens dont tu parles ont probablement pas de bons modèles, puis après se rendre compte qu'ils peuvent vivre en anglais, travailler en anglais, écrire en anglais, tu sais, puis ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que le français doit devenir aussi un peu la langue du ventre, là. Tu sais, si tu parles pas français, tu manges pas, tu sais, c'est pas le cas ici. Ouais. Donc les gens réalisent qu'ils peuvent combler leurs besoins d'une autre façon, alors que ce serait pas le cas par exemple en France. Bon, mais on a un travail aussi à faire comme société de valoriser la francophonie en général, tu sais, pas seulement qu'on est une petite gang tout seul en Amérique du Nord, là, il existe d'autres personnes qui parlent français ailleurs, puis valoriser aussi la culture francophone en général, non seulement la culture québécoise aussi, mais leur montrer que le français, c'est pas juste une langue de perdants, parce que j'ai l'impression que plus ils connaissent de choses à notre sujet, plus ils nous associent à des perdants. Tu sais, bon, puis c'est plate comme mot, mais moi, je l'ai déjà entendu une fois, un étudiant qui m'a dit les Québécois sont des perdants. Alors, nous reviendrons après la pause pour poursuivre cette discussion par ailleurs passionnante sur la question de l'intégration des immigrants au Québec. Nous allons verser, dans la deuxième partie, nous allons parler aussi des aspects plus politiques de la chose. Est-il possible de renverser cette tendance inquiétante de l'échec de l'intégration? De retour dans quelques instants à Radio Ville-Marie, à la vie des idées. Radio VM, au cœur de l'essentiel. Alors, chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées avec Akos Verbocci, auteur de Rhapsodie québécoise, paru en janvier, je crois, ou en février au Boréal, aux éditions du Boréal, en 2016. Et Tania Lompré, qui est enseignante en francisation et qui en 2013 signait chez Stanké Québec cherche Québécois pour relation, dis-je, à long terme et plus. Comprendre les enjeux de l'immigration. Alors, on a beaucoup parlé tantôt de la manière de s'intégrer au Québec, c'est-à-dire les différents parcours possibles, le rapport avec la société d'accueil. On a un peu peut-être dissipé ce mythe enchanté du caractère des relations réciproques, enrichissantes pour chacun, où chacun se reconnaît dans sa différence et s'embrasse en agitant le fleur-de-lysée.
Parlons politique un instant. L'historien Michel Brunet disait de manière assez tranchée qu'il y avait 3 facteurs qui pesaient dans l'histoire des peuples. Le nombre et le nombre. Nous discutons en ce moment, ces jours-ci, à Québec, d'une hausse possible des seuils de l'immigration de 50 000 à 60 000. Et Philippe Couillard, le premier ministre, toujours aussi éclairé, a accusé ceux qui s'inquiétaient de cette hausse de souffler sur les braises de l'intolérance. Akash Verbonchi, j'aimerais vous entendre sur, au-delà de votre propre parcours, vous êtes aussi un citoyen engagé, vous avez travaillé comme attaché politique dans le gouvernement du Parti québécois de 2012 à 2014. Que vous inspire la politique d'immigration du Québec? Est-ce que nous avons une politique d'immigration qui, en ce moment, travaille à une intégration réussie? Est-ce que nous avons des seuils réalistes en matière d'immigration et d'intégration? Quel est votre sentiment sur notre politique d'immigration? Bon, il y a 2 questions. D'abord, est-ce qu'on fait assez pour les intégrer? Et l'autre question, est-ce qu'on en accueille trop? Bien sûr. Et la question qui relie les deux, est-ce qu'on est capable d'intégrer ceux qu'on accueille? Et est-ce qu'on est capable d'intégrer ceux qui sont déjà là? Bon, je pense qu'une réponse très courte, non. C'est difficile aujourd'hui. Le Québec n'arrive pas à intégrer ses immigrants. Il y a des réussites et des histoires de réussite, mais il y a aussi quand on apprend il y a un mois qu'il y a 200 000 immigrants au Québec qui ne parlent pas un mot de français et qui n'ont pas l'intention de l'apprendre. Je pense qu'on peut y voir un indicateur d'échec de l'intégration. Pour ceux en fait qui définissent l'intégration comme comme quelque chose qui passe par l'apprentissage de la langue française au Québec. Car certains définissent l'intégration autrement. On peut très bien dire que on est intégré à partir du moment où on transgresse pas les lois et on paye nos impôts. Il y a une forme de définition minimaliste. C'est minimaliste, mais il faut pas oublier que on nous vend l'immigration par des arguments économiques. Donc, en notant que ça nous coûte pas trop cher en chômeurs, en aide sociale, puis ça nous permet d'avoir des ouvriers et une main d'œuvre disponible et bon marché et des consommateurs avides d'acheter et de remplir les derniers magasins qu'on ouvre au bord des autoroutes. Mais c'est une intégration réussie. Et je pense que c'est pas mal ça qu'on regarde quand on propose d'augmenter les seuils. Qui propose d'augmenter les seuils? Les chambres de commerce, le patronat, les associations de manufacturiers. C'est les organismes patronaux et qui proposent l'augmentation des seuils. C'est aussi les gens qui sont les premiers supporters du Parti libéral. Et je pense que pour ces gens-là, les 200 000 immigrants qui parlent pas français, c'est pas vraiment un problème. Et d'ailleurs, ils commencent à le dire, vous en avez parlé il y a pas longtemps dans Tania Longpré dans un de vos textes. Tania Longpré, notre politique d'immigration, allons-y. Vous connaissez la formule de Jacques Parizeau en 2008, au moment de la publication du rapport Bouchard-Taylor. Parizeau nous dit à propos des seuils d'immigration, avec la voix qui était la sienne, ça existe la notion de trop. Mm-hmm. Est-ce que nous sommes en ce moment dans une situation où nous recevons trop d'immigrants? Mais dès qu'on les intègre pas assez, c'est qu'il y en a trop. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas une question de chiffres, c'est une question de réussite. Donc si on est capable d'intégrer 20 000 personnes par année, ben pensons à accueillir 20 000 personnes par année. Ils sont efficaces pour combien d'intégration? Notre système, il est efficace pour combien? Combien on peut en franciser? À combien de gens on peut donner un travail décent qui correspond à leur formation, tout ça? La réponse, c'est qu'on a 27% à peu près de chômeurs immigrants francophones à Montréal. Imaginez ceux qui ne parlent pas français. Donc, je pense qu'il faudrait commencer à s'intéresser à ceux qui sont déjà ici. Comment on peut favoriser l'intégration de ceux qui sont déjà ici depuis 2, 3, 10 ans, qui fonctionnent pas dans la société, plutôt que on s'en occupe pas, puis en plus, on augmente les seuils. J'ai l'impression que depuis quelques semaines, on essaie de nous faire comprendre que finalement, 50 000, c'est correct. T'sais, à 60, c'est peut-être trop, là. Finalement, on va rester à 50, c'est correct, 50. Mais c'est pas correct, 50. On est déjà en échec d'intégration avec 50 000. Donc, tu sais, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire
avant de penser à hausser les seuils de façon magique en se disant oui, tout va se faire de bonne façon, combien on est capable d'en intégrer? L'année où je suis arrivé au Québec, en 1986, je pense qu'il y a eu 20 ou 25 000 immigrants cette année-là. En moyenne, les seuils historiques du Québec, c'est 30, 40 000. C'est à partir du gouvernement Charest en 2002 qu'on a commencé à les augmenter, puis qu'on a atteint 50, 55 000 immigrants. Donc, ça commence à peser. Et là, donc le débat actuel il est un peu surréaliste parce que ça devrait plutôt être 50 000, ce sont les fermés, 60 000, ce sont les ouverts. C'est ça. Alors que Ben, le débat devrait être est-ce qu'on devrait les baisser un petit peu de 15 000, de 10 000. Je sais pas, mais en fonction de quoi. Et moi, quand j'étais au ministère de l'immigration comme attaché politique, de 2012 à 2014 avec Diane de Courcy, et je peux vous dire qu'il y avait aucun indicateur. On se basait sur absolument rien pour les chiffres. C'était des chiffres. 50 000, 52 000. Quand je demandais pourquoi pas 47 000, pourquoi pas 73 000, on pouvait pas me répondre. C'est des seuils. On établit ça complètement de façon aléatoire. Et là, impossible de le discuter parce qu'on est taxé d'intolérance et surtout quand le message vient de haut. C'est le premier ministre du Québec en personne qui dit au deuxième chef de l'opposition, vous soufflez sur les braises de l'intolérance à remettre en question une possible hausse de 10 000 immigrants par année. Mais le premier ministre... À partir de ce moment-là, le débat on peut plus en discuter. Et l'exemple vient de haut. Et moi quand j'étais au ministère avec le Parti québécois, j'ai passé mon temps à essayer de faire baisser les seuils par le gouvernement du Parti québécois, et je peux vous dire qu'on avait énormément peur des qu'en dira-t-on. On avait même commandé un sondage. Le sondage disait que les Québécois étaient en majorité favorables à des baisses des taux d'immigration. On aurait pu, comme vous disiez tantôt, mieux intégrer les immigrants qui sont déjà ici. Les nouveaux immigrants, ils concurrencent sur le marché du travail. Pas moi et vous, là. Ils concurrencent les immigrants qui sont arrivés l'année précédente puis 5 ans plus tôt. Alors, on leur rendrait eux aussi service en baissant un petit peu les seuils, ou beaucoup, ou j'en sais pas, mais on a le droit d'en discuter. Puis le pire, c'est qu'il y a plusieurs immigrants qui pensent exactement comme vous. La semaine dernière, j'ai un groupe du niveau avancé dans mon école qui a utilisé une lettre, en tout cas un texte de mon blog pour travailler en analyse littéraire, là, texte d'opinion. Puis ils étaient tous d'accord, ils devaient répondre, là, puis ils étaient tous d'accord avec le fait qu'il faudrait baisser les seuils, puis finalement leur donner plus de conditions d'intégration. Donc je pense que ça vient même d'eux. Donc c'est un peu étrange. Puis je pense que j'inviterais les premiers ministres à venir faire un tour là dans certains quartiers de Montréal. Je sais pas depuis quand Philippe Couillard n'a pas mis les pieds, par exemple, dans le Parc Extension ou dans Saint-Michel ou dans Anjou, par exemple, sur certaines rues où je pense que ces gens-là doivent prendre contact avec le terrain pour vérifier à quel point c'est faux que les gens s'intègrent bien. Coach Girotti, vous alliez dire c'est que il faut aussi réaliser que la francisation c'est une chose. Ouais. Beaucoup d'immigrants arrivent ici qui parlent français et que le système ne voit pas. Hein? La francisation c'est juste une chose, c'est juste un outil de l'État, mais qu'est-ce qu'on veut comme société d'accueil? Moi, là, je veux qu'un immigrant qui arrive ici, une famille immigrante, je veux que les enfants aient une place en garderie. Moi, je veux qu'ils aient un médecin de famille. Moi, je veux qu'ils aient une place dans une école qui ait pas la moisissure. Moi, je veux qu'ils aient des belles routes. Je veux qu'ils aient une belle bibliothèque dans leur quartier. C'est ça que je veux. C'est ça la société que je veux. Moi, ce que je dis, c'est qu'on n'offre pas la providence sans État-providence. Et on peut pas accueillir des immigrants ici sans d'abord refonder notre État-providence. On peut pas couper des services puis inviter ici des gens qui vont avoir besoin de services. Et je pense que quand on regarde la générosité des Québécois, faut le dire, d'une bonne partie des Québécois par rapport aux réfugiés syriens. Il y a eu comme on va leur tricoter des tucs, on va leur donner des tucs. Mais oui, mais moi je pense que oui, il faut que chaque immigrant qui arrive ici, il faut qu'il y ait une tuc.
en passant, il y en a déjà. C'est déjà prévu, là, les réfugiés, quand ils arrivent à Dorval, ils reçoivent des trucs, un manteau, des bottes. C'est déjà prévu. On n'avait pas besoin, là, de bénévoles pour ça. Mais bon, c'est un beau geste. Mais je pense que il faut voir tout ce que ça prend pour bien intégrer un immigrant. Et je pense que ces immigrants-là, ils méritent une belle société et que nous méritons aussi. Et il faut pas que les gens aient un sentiment d'injustice, qu'ils se disent les immigrants ils ont des choses auxquelles nous on n'a pas le droit, parce que moi j'ai pas ma tuque qu'on m'a donné. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut d'abord rebâtir notre État-providence avant d'offrir la providence à hauteur de 60 000 âmes par année. Daniel Lompré, pendant un court instant, je me permets de transformer votre vie. Je vous amène dans un monde parallèle et je vous propulse dans un rôle inattendu. Nous sommes en 2020 quelque chose et vous êtes nommé ministre de l'identité nationale, pour reprendre la formule française de l'intégration et de l'immigration. Quels sont, vous écrivez beaucoup sur les questions d'immigration et d'intégration sur votre blog du Journal de Montréal. Vous êtes dans une position où vous avez un vrai pouvoir de décision. Et par ailleurs, on est quand même dans le Canada, parce que le mouvement souverainiste continue de mal aller. Quelles seraient pour vous les mesures premières indispensables à une réforme en profondeur de notre politique d'intégration et d'immigration? Trouver des indicateurs de seuil. Donc, vérifier combien on peut accueillir de gens avant savoir de doser ou de baisser, savoir de quoi on parle. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus. C'est la première chose que je ferais. La deuxième chose que je ferais, c'est que je créerais un programme de francisation obligatoire et l'obtention qui irait là jusqu'à l'obtention d'un premier diplôme en français, parce que on se rend compte que la loi 101 finalement, c'est pas assez, parce qu'à partir de 16 ans, les jeunes peuvent aller étudier en anglais, finir un diplôme d'études secondaires. Là, on parle du cégep, mais on parle jamais du secondaire. Donc c'est la même chose. Donc je mettrais par exemple le premier diplôme à obtenir au Québec en français, un indicateur de seuil réaliste, et évidemment, je pense que cet indicateur-là va me démontrer que je dois réduire les seuils, ce que je ferai avec plaisir. Et avec ça, je vais mettre sur pied un programme qui va faire en sorte que les gens qui sont déjà ici puissent s'intégrer adéquatement. Donc, premièrement, je réduirais les attentes pour les obtentions d'équivalence. Je trouve ça complètement ridicule que les gens doivent attendre un an et demi pour avoir une équivalence qu'ils pourraient faire à partir de la maison. Une équivalence de diplôme. Une équivalence de diplôme. Et je créerais aussi des ponts là dans les milieux de travail, parce que je trouve ça un peu ridicule de voir que, par exemple, on manque d'infirmières. Moi, j'ai des infirmières dans ma classe à qui je ferais confiance demain matin, et que ces filles-là vont partir à Toronto peut-être dans quelques mois, parce qu'on va leur donner davantage de possibilités d'intégrer le marché du travail. Donc, je pense qu'il faut travailler sur le marché du travail aussi, en adéquation avec la langue, là. Donc des programmes de francisation obligatoires et pas des programmes minimaux là, comme ils existent présentement, avec à peu près là 600 heures de formation qui sont où les gens reçoivent des allocations. Je pense que les gens devraient pouvoir terminer une formation de francisation là qui s'échelonnerait sur 1600, 2000 heures là pour obtenir un niveau de français qui est adéquat, parce qu'on rit là, mais quand quelqu'un va passer 6 mois en francisation, si vous parlez tagalog par exemple, ou que vous parlez finnois, mais c'est sûr que vos résultats après 6 mois ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui parle par exemple espagnol. Et même là, l'hispanophone va peut-être avoir un bon niveau de français oral, mais n'a pas une maîtrise de la langue écrite qui est suffisante pour ce qu'on va lui demander. Par exemple, moi j'ai des ingénieurs dans ma classe qui sont sûrement de très bons ingénieurs, mais ils seront jamais capables d'établir un devis en français, dans un français qui va être adéquat, là. Donc il faut augmenter la francisation, donner une bonification salariale aussi, parce que bon, souvent quand je parle de ça, les gens vont me dire en plus faudrait que je les paye pour aller apprendre la langue. Ben oui, parce que présentement ils ont le choix du français ou de l'anglais, puis il va falloir donner un petit incitatif si vous voulez que les gens apprennent la langue. Puis c'est sûr que cet incitatif-là, il va se chiffrer. Donc présentement, les gens, il y a des gens dans ma classe qui reçoivent aucune subvention, donc $0 pour être avec moi 30 heures par semaine, et certains qui en reçoivent au maximum 115. Est-ce que c'est normal que le maximum qu'on donne à quelqu'un, c'est $4 de l'heure pour aller se franciser? Je compétitionne pas, moi, avec le McDo qui donne $10 et $50 au salaire minimum. Donc, tu sais, les gens vont dire, finalement, je vais aller faire presque 3 fois l'allocation que vous me donnez ici. Puis en plus, je vais apprendre la langue sur le terrain, sur le tas. Mais moi, c'est pas ce que je veux faire avec mes nouveaux arrivants. Je veux qu'ils aient un niveau de français suffisant pour
combler les occupations pour lesquelles j'ai choisi. Et je changerais aussi, finalement, tu fais une coupe d'affaires, là, je changerais la grille parce que je trouve pas ça normal. La grille de sélection des immigrants. La grille de sélection, pour plusieurs raisons. Donc, par exemple, présentement, vous pouvez ne pas parler un mot de français puis être sélectionné quand même par le Québec. Puis c'est correct parce que si on a un programme de francisation obligatoire, c'est pas grave, c'est parce qu'on va aller combler le manque linguistique. Par contre, c'est pas normal qu'on ait choisi. Moi, présentement, j'ai une psychiatre dans ma classe. Okay, on s'entend qu'elle aura jamais un niveau de français adéquat pour exercer la psychiatrie. Pourtant, elle a eu le maximum de points, probablement, dans la grille pour l'emploi qu'elle a, comparativement à quelqu'un, par exemple, qui découpe des poulets, parce que moi, le nombre de gens que je vois travailler chez mon Flamingo ou d'autres, pour ne pas les nommer, je pense qu'il y a plus de gens instruits chez Flamingo que dans nos cégeps, là. C'est pas normal, tu sais. Je note avec un certain amusement que vous avez une capacité certaine à vous projeter comme ministre de l'intégration et de l'immigration. Non, mais je serai jamais élu parce que dans ce temps-là, il va y avoir 12 partis souverainistes. Alors, à quoi je viens remonter, puisque l'expérience a été réussie avec Tania Lompré, je vous soumets vous aussi à ce test amusant. Vous êtes dans une situation semblable, tout le monde, vous êtes le conseiller. Vous êtes le conseiller de Tania Lompré, qui est ministre de l'identité nationale, donc de l'intégration et de l'immigration. Que lui conseillez-vous? Mais de résumer tout ça en moins de mots. D'abord, Tania Lompré, je la suis là sur à peu près tout ce qui vient d'être dit. Je pense tout de même que le Québec sélectionne, il faut comprendre ça, là. Le Québec sélectionne grosso modo 60% de son immigration. Les autres, c'est des réfugiés qu'on sélectionne plus ou moins. Ou du regroupement familial. Ou du regroupement familial qu'on sélectionne pas du tout. Des époux, des grands-mères, des enfants. C'est les 60 qu'on sélectionne. Moi, je voudrais que la très 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 grande majorité de ces gens-là aient déjà un français assez correct avant d'arriver ici. Autrement dit, au moment d'arriver, le français doit être maîtrisé avant de mettre le pied ici. Oui, maîtriser est peut-être un grand mot, mais qu'on puisse quand même se débrouiller dans une conversation en français avant d'arriver ici, je pense que c'est un facteur d'intégration plus grand. On pourrait sélectionner ces immigrants-là à partir des travailleurs étrangers qui sont déjà ici, qui ont déjà du travail. Il y a des travailleurs étrangers français qui veulent rester et qu'on renvoie chez eux chaque année, des milliers, au lieu de leur offrir leur certificat de sélection du Québec. On renvoie des Français qui parlent parfaitement le français chez eux par milliers, et pendant ce temps-là, on sélectionne avec toute la bureaucratie, avec tous les efforts d'intégration et puis de francisation que ça demande, des gens qui parlent pas français. Alors, juste pour le 60 qu'on sélectionne, moi je sélectionne des gens qui parlent déjà le français, et je m'inquiète pas du tout pour le travail, pour l'ouvrage de Tania, là. Il va rester du monde à franciser au Québec parce qu'il y a encore les réunifications familiales, les réfugiés et ceux qui sont déjà ici et qui ont jamais appris le français. Donc, on en a de la job là longtemps. De toute façon, à ce moment-là, vous êtes rendu ministre, donc vous êtes plus prof de français. L'autre, c'est le milieu du travail. Il faut que les petites entreprises soient soumises à la loi 101. Soient soumises à la loi 101. Il faut qu'on puisse, au Québec, sauf exception, pouvoir travailler dans son usine, dans son atelier, dans son bureau en français. Et évidemment, ça ne nous empêche pas d'avoir recours à l'anglais quand c'est nécessaire avec la minorité anglophone du Québec, ou avec l'étranger quand c'est nécessaire, mais on peut très bien fonctionner dans les bureaux et la majorité des usines et des ateliers, des shops au Québec en français. Alors, quand la loi 101 a été créée, la plupart des gens travaillaient dans des grosses entreprises. C'est ça qui a changé, et là, il faut vraiment adapter la loi 101, la moderniser pour que même dans les plus petites. Parce que on apprend le français dans les cours de francisation, comme tu dis, un petit peu. C'est-à-dire qu'on sort de là après plusieurs centaines d'heures avec un français conversationnel correct pour quelqu'un qui est parti de zéro, disons. Là,
Là, on n'est pas encore en train d'écrire des lettres à son patron. Les immigrants ont aussi un travail à faire avec ça parce que nous, ce qu'on fait, si les gens automatisent pas la langue à l'extérieur, c'est pas mon problème. Tu sais, automatiser la langue? Ben, utiliser les connaissances qu'ils ont automatisées. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, réutiliser ce qu'ils ont appris en classe dans la vie de tous les jours. Donc, s'ils ne pratiquent pas, s'ils écoutent pas la télé, s'ils écoutent pas la radio, s'ils ne parlent pas avec la caissière en français, ma responsabilité s'arrête quelque part et eux en ont une aussi. Donc, avec ce que nous, on leur donne, ils doivent réussir à l'utiliser à l'extérieur. Puis si l'extérieur ne fonctionne pas en français, ben là, c'est la société qui a une autre problématique. Tania Lompré, à Coach Verbotti, il nous reste 5 minutes et je m'en voudrais de ne pas aborder au moins un court moment la question du rapport des Québécois à l'immigration, des Québécois francophones. On sait plus exactement comment les nommer, là. Mais en tout cas, les Québécois francophones. En général, le terme est la majorité historique francophone. Ah, là, tout d'un coup, je suis plus inclus. Québécois francophones, je suis inclus. Majorité historique, je suis pas inclus. Bien sûr que si. J'ai pas dit les Canadiens français. Vous y êtes intégrés à la majorité historique francophone. Bien sûr. Je dirais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est s'intégrer au Québec? C'est s'intégrer à la majorité historique francophone qui va d'Yvon Deschamps à Cos Verbocci en passant par Grégory Charles et Muguette Bock, ma mère. Alors, c'est une vaste famille ouverte avec plein de portes pour y entrer, mais encore doit-on y entrer. Cela dit, les Québécois francophones, la majorité historique francophone, on ne sait pas exactement. On aurait dit autrefois les Québécois. On ne sait plus exactement comment se nommer. La question que je me pose, c'est est-ce que les Québécois eux-mêmes, dans le rapport qu'ils ont à leur histoire, dans le rapport qu'ils ont à leur État, dans le rapport qu'ils ont à leur définition de l'identité nationale, est-ce qu'ils dégagent, permettez cette idée, cette image, est-ce qu'ils dégagent une force suffisante qui donne envie de les rejoindre? Par exemple, quand je regarde le type d'enseignement de l'histoire que nous avons, eh bien souvent, lorsqu'on entre dans un cours d'histoire, on ne rencontre pas l'histoire du Québec. On va rencontrer une histoire pénitentielle, bien souvent, où les Québécois plaident coupables pour des crimes qu'ils auraient commis ou ils n'auraient pas commis. Peu importe, l'essentiel étant d'avoir une image négative de soi-même. Est-ce que les Québécois qui par ailleurs font du zèle dans l'ouverture à l'autre et dans le cosmopolitisme à outrance, est-ce que les Québécois font ce qu'il faut, je dirais, dans leur, pas simplement au niveau des politiques gouvernementales, mais au niveau de la culture, pour intégrer les immigrants? Je dis dans ma conclusion dans mon livre que au moment où je vous dis que je suis devenu québécois, j'ai l'impression que c'est le Québec qui veut plus rester québécois. Très très juste. Et effectivement dans ce que vous donnez comme exemple ce que moi j'entends aujourd'hui où il faut s'ouvrir à l'autre ou la culture américaine, c'est quand même bien. En anglais, c'est quand même, on réussit mieux. Tous ces discours que j'entendais à l'époque dans les milieux immigrants, je commence à l'entendre dans les milieux non immigrants de francophones, de Québécois de souche. Et donc, il faut se rendre à l'évidence que le fait de la défaite référendaire de 95, la charte des droits et libertés telle qu'inscrite dans la Constitution canadienne finit par faire son effet. Le régime travaille la conscience collective. Les gens et la conscience collective, les choix collectifs sont tout d'un coup moins intéressants que les choix individuels. Et on est dans cette époque-là, on réalise ça, que tout projet collectif est plus difficile à vendre a priori. Mais on voit que c'est possible. Mais il faut, je pense, pour parler d'éducation, si j'étais ministre un jour, moi je voudrais pas être à l'immigration, je voudrais pas être à l'intégration, à l'identité nationale. Moi je voudrais être ministre de l'éducation, monsieur Boncoté. Alors, je vous y nommerais si j'étais en position de le faire. Et même si j'ai pas beaucoup d'éducation universitaire moi-même, je pense que la première réforme à faire, c'est la réforme de l'enseignement de l'école primaire et secondaire, pour se donner un objectif bien clair, pour qu'on ait des jeunes plus cultivés que nous. Que les enfants, les futures générations qui sortent des écoles, des bancs des écoles, après 11 années d'école, quand même, 11 années, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de profs, c'est beaucoup de ressources. Je voudrais qu'après 11 ans, les Québécois de toute origine qui sortent de nos bancs d'école soient cultivés, connaissent l'histoire du Québec, avec un esprit critique, oui, évidemment, maîtrisent le français, maîtrisent le français, et puissent, comme ça, avoir une confiance dans l'avenir.
Il ne nous reste que quelques secondes. Tania Lompré, je pose simplement la question, ce poste de ministre de l'Éducation vous intéresserait aussi? Non, moi, l'autre d'avant m'intéresse plus. Mais nous sommes en train de composer un gouvernement nationaliste. Alors, quoi qu'il en soit, chers amis, Tania Lompré, Akos Verbochi, je vous remercie infiniment pour votre présence ici aujourd'hui, pour cette discussion passionnante. Et chers amis, nous nous retrouverons à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vie des idées. Merci infiniment.